Bonjour, bienvenue au cours de Principes d'imagerie biomédicale GBM 8378. Mon nom est Julien Cohen-Haddad. Aujourd'hui, nous allons aborder le cours numéro 6, ultrasons. Alors, il s'agit de la deuxième édition du cours sur les ultrasons. La semaine dernière, on a parlé des principes physiques des ondes acoustiques, principes de base de l'échographie. Aujourd'hui, on va parler un peu plus des aspects instrumentation, profil des ondes acoustiques et puis l'effet Doppler. Alors, comme toujours, un bref rappel des aspects importants qu'on a couverts lors du précédent cours. L'échographie par ultrason va mesurer, comme son nom l'indique, l'écho produit à des interfaces. Ok. Un aspect disons, positif en comparaison à d'autres modalités comme rayons X ou imagerie nucléaire, c'est que l'ultrason, c'est une modalité non ionisante. Ok. C'est basé sur des ondes acoustiques, donc sans danger pour l'être humain. On a considéré les ondes longitudinales la semaine dernière. Alors, il faut garder en tête également que de plus en plus, les ondes de cisaillement sont aussi utilisées, mais en tout cas, pour les aspects modélisation du signal, pour des raisons de simplicité, on s'est focalisé seulement sur les ondes longitudinales. Les ondes longitudinales, au moment de l'émission, lorsque le transducteur va envoyer une onde, on a considéré que c'était des ondes planes. Ok. Par contre, à un moment, ces ondes vont rencontrer des objets petits, d'accord, petits par rapport à la longueur d'onde lambda de ces ondes acoustiques. Et puis, euh, au moment de l'impact entre ces ondes acoustiques et les petits objets vont produire des ondes sphériques. Ok. Ces ondes sphériques vont ensuite être capturées par le transducteur et puis le signal sera analysé. Ok. Alors, évidemment, ces ondes euh, interagissent avec le tissu et, euh, et le tissu notamment absorbe ces ondes acoustiques. Elle les absorbe avec un coefficient d'atténuation euh, alpha qui va dépendre du tissu, composition chimique, densité, et puis également de la fréquence de travail. D'accord. Plus la fréquence est importante, plus l'atténuation dans les tissus sera importante. C'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas travailler avec des fréquences de travail trop importantes quand on fait de l'imagerie ultrasonore. Et le petit b correspond à un coefficient de viscosité. Généralement, il va être considéré comme étant proche de 1. Euh, Quel sera l'angle de réfraction-réflexion? D'accord. Donc ça touche à la loi de Snell. D'accord. Comme vous savez, si une onde acoustique arrive avec un certain angle, eh bien, elle sera réfractée, d'accord, avec un autre angle. Et puis c'est la loi de Snell qui va, euh, qui va décrire justement cette différence entre l'angle d'incidence, θi, et puis l'angle de réfraction, θr. D'accord. Comment savoir la proportion des ondes transmises versus réfléchies? Là, on fait intervenir la notion d'impédance acoustique. D'accord. Le milieu 1 va avoir une impédance acoustique 1, milieu 2, impédance acoustique 2. Et puis, on a vu que Z2 moins Z1 sur Z2 plus Z1 donnait le coefficient de réflexion d'une onde incidente. C'est-à-dire, quelle sera la quantité qui sera transmise versus réfléchie. D'accord. Alors, on a également décrit différentes zones pour pouvoir modéliser et puis surtout approximer l'onde acoustique et le signal reçu par le transducteur. Alors, l'approximation d'onde plane, comme son nom l'indique, ça va consister à supposer que les objets qui renvoient les ondes, qui sont sphériques, qui arrivent au transducteur, eh bien, au niveau du transducteur, euh, l'onde acoustique va être considérée comme une onde plane dans le sens où chaque autant t, tous les points sur la membrane du transducteur vont être capturés par cette onde, vont être impactés, vont être touchés par cette onde acoustique. D'accord. Ça permet de faire ressortir notamment un terme de l'intégrale
le terme correspondant à l'enveloppe du pulse, le faire sortir de l'intégrale de telle manière à simplifier le signal reçu par le transducteur. Comme on l'a mentionné également, le terme de phase, par contre, lui, reste dans l'intégrale. Parce que parce qu'un changement très subtil de phase peut donner lieu à des phénomènes d'interférence. Donc il faut les considérer. L'autre approximation, c'est l'approximation paraxiale, d'accord, qui dit que la plupart des objets qui nous intéressent vont être proches de l'axe, d'accord. Donc ça a permis finalement de considérer que le R va être à peu près égal au Z, d'accord. Ce qui nous permet de simplifier l'expression euh, et de sortir le terme en Z de l'intégrale, d'accord. Donc on ne va plus intégrer selon x, y, z, mais selon x, y. Approximation de Fresnel. On va faire on va réexprimer l'expression de la coordonnée de R avec une expansion binomiale et on va en fait pouvoir exprimer le field pattern, pour rappeler ce fameux Q, en fonction d'une convolution. Ok. Une autre simplification, c'est l'approximation de Fraunhofer. Donc, dans la même logique, on va réexprimer le field pattern Q, cette fois en fonction d'une transformée de Fourier euh, de l'ouverture du transducteur, ce transducteur-là. D'accord? On va voir on va voir dans le cours d'aujourd'hui que justement le, exprimer le field pattern en fonction de la transformée de Fourier du transducteur, ça va nous permettre de décrire comment va être le profil spatial de l'onde acoustique dans la zone de Fraunhofer. Ok? Alors, des choses qu'il faut retenir aussi, c'est que euh, une ouverture D, la zone de Fresnel, elle va durer jusqu'à D carré sur lambda. Ok. Et puis à partir de là, eh bien, le, le profil spatial s'ouvre avec une certaine largeur, avec un certain diamètre qui correspond à lambda Z sur D. Ok. Alors, voilà le programme pour aujourd'hui. On va parler du champ acoustique. Ok. On va parler de focus, de résolution spatiale, des différents modes d'acquisition qu'on trouve en ultrasons, imagerie Doppler, instrumentation, et puis ensuite on va jouer à notre fameux jeu Guess This Artifact. Alors, distribution du champ acoustique. Alors on est chanceux à Poly parce qu'il y a différents profs qui se spécialisent en ultrasons, en échographie. Euh, un prof qui avait notamment construit ce système-là, euh, qui s'appelle Michel Bertrand, euh, qui avait construit cette sonde de transducteur qui rentre dans l'eau. Donc on a ce bac en fait qui permet d'accueillir de l'eau et qui permet ensuite de recueillir des informations à n'importe quel endroit dans l'espace. D'accord? Donc il y a finalement une sonde, une sonde qui va transmettre des ondes, et puis une autre sonde qui, elle, est mobile, et puis euh, qui va capturer la pression acoustique en différents points de l'espace. D'accord. Et donc ça permet de reconstruire des cartes spatiales comme celle-ci, par exemple, où là, vous voyez euh, quand on est proche du transducteur, dans la zone géométrique, vous avez un profil qui ressemble à ça, d'accord? On va du bleu vers le rouge par rapport à la pression acoustique qui augmente. Plus on s'éloigne de la zone géométrique, on passe par la zone de Fresnel. Là, on arrive dans la zone de Fraunhofer et vous voyez forte pression acoustique au centre et puis l'apparition de lobes. D'accord. Typiquement, si on trace le profil, le profil axial de cette pression acoustique, on va trouver quelque chose comme ça. Ok. Donc ça, c'est profil axial, d'accord? Donc on va regarder quelle est la pression entre 0 et puis plus l'infini au milieu.
c'est-à-dire dans l'axe de la sonde. Ok, donc on a un profil comme ça. Et si on, maintenant on s'amusait à tracer un profil dans cette direction orthogonale, là on trouverait le milieu, quelque chose de symétrique, et on trouverait quelque chose qui ressemble plutôt à ça. Ok. Ça, ce serait le profil latéral. D'accord? On va voir plus tard comment est-ce qu'on peut expliquer justement l'apparition de ces lobes. Voici une représentation, encore une fois, dans la direction de l'axe, dans la direction axiale de propagation de l'onde, et puis l'apparition de ces lobes latéraux. D'accord? Donc, pour revenir vers le profil acoustique, on a vu qu'en champ lointain, zone de Fraunhofer, la réponse latérale a la forme d'une transformée de Fourier de l'ouverture du transducteur. Ok, donc, on peut, vous reconnaissez ici une transformée de Fourier. D'accord? Cette transformée de Fourier, elle s'exprime en fonction de S sur lambda Z. Et puis là, vous reconnaissez, ce qu'on a vu par rapport aux effets géométriques en rayon X, vous retrouvez un terme d'agrandissement géométrique. Ok. Euh, Plus on s'éloigne du transducteur, plus large va être la réponse latérale. D'accord? Plus on s'éloigne du transducteur, plus ce terme-là va tendre vers 0. D'accord? Et ça va correspondre à un coefficient d'agrandissement. Plus la longueur d'onde est grande, c'est lambda, et plus large va être la réponse latérale. Ok. Donc finalement, on commence à avoir une intuition ici. Si on a notre transducteur, on décarré sur lambda, on arrive vers la zone de Fraunhofer. Là, on a un agrandissement, d'accord? Euh, et donc, ce qu'on voit effectivement, c'est que plus Z augmente, plus notre ouverture augmente, d'accord? Plus notre agrandissement augmente. Et c'est ça qui est justement exprimé par ce coefficient d'agrandissement. De la même façon, plus notre fréquence de travail diminue, F, et plus la longueur d'onde va augmenter. Ok. Plus la longueur d'onde augmente, plus large va être cette réponse latérale. Et là, vous pouvez faire un lien avec ce qu'on va voir un peu plus tard qui correspond à la résolution spatiale. Parce que typiquement, quand vous voulez voir un objet, quand vous voulez distinguer deux objets, pour pouvoir distinguer ces deux objets, si vous avez une onde acoustique qui va avoir un profil aussi grand que ça, vous ne serez pas capable de distinguer ces deux objets. D'accord? Alors que dans l'autre scénario, si vous avez un profil acoustique qui est beaucoup plus étroit dans la direction latérale, là vous pourrez ensuite, avec du focus, distinguer ces deux objets. Ok. Donc la résolution latérale, comme vous voyez, va être dépendante de ce lambda et de ce z. Alors bon, encore une fois, un rappel sur les zones de validité de l'approximation de Fraunhofer. Ok, va être après d carré sur lambda. Voilà un petit quiz que je vous invite à faire. À z égale 0, le système d'ultrasons va envoyer une onde exponentielle de moins t sur tau. On demande d'exprimer l'onde positive et puis à quelle durée l'impulsion atteint cet objet. Okay. Je vais faire une pause sur la vidéo. Je vais vous donner la réponse maintenant. Donc, formule de l'onde positive. Donc, à t égale 0, on a l'exponentielle de moins t sur tau. Il faut rajouter un terme en fonction de z. D'accord? Moins z sur c divisé par tau. D'accord? Ça va être une onde positive. L'onde négative serait plus z sur c. Okay. Ça, c'était pour la question 1. Pour la question 2, à quelle durée l'impulsion atteint l'objet?
5 cm, 0,05 mètres, divisé par la vitesse, divisé par c, 1480, ça va nous donner 33,8 microsecondes. Ok? Un autre quiz. On a un transducteur qui est situé en haut, avec une ouverture D. Ok? D qui vaut 1,2 cm. Fréquence d'opération va être 1 MHz, d'accord? Relativement faible par rapport au système classique, mais dans le même ordre de grandeur. Et puis, vitesse de propagation dans les tissus, 1540 mètres par seconde. Ok? Alors, quelle est la largeur du faisceau à 5 cm de profondeur? 5, ça va être à peu près là. Ça va être notre Z. À quoi va ressembler le faisceau acoustique ici? Et puis, à quoi va ressembler le faisceau acoustique à 20 cm? Alors, pour aborder cette question, il faut d'abord savoir dans quelle zone on se trouve. Si on se trouve dans la zone de Fresnel, on sait que la largeur du faisceau va être à peu près égale à D. Si on commence à passer la zone de Fresnel, là on va avoir le faisceau qui va s'agrandir. D'accord? Première question, c'est où est-ce qu'on se trouve à 5 cm? Pour savoir où est-ce qu'on se trouve, il faut calculer la frontière entre la zone de Fresnel et de Fraunhofer, qui est d carré sur lambda. D'accord? D carré, on le connaît. Lambda, on peut le trouver. D'accord? On connaît la vitesse de propagation et on connaît la fréquence de travail. Donc lambda égale C sur F. Ok? On va faire le calcul. 1540 mètres par seconde divisé par 1 million de Hertz. Ça nous donne 0,00154. 0,00154 mètres. Ok. Zone de Fresnel se trouve à d carré sur lambda. Donc ça fait combien? D c'est 1,2 cm, donc 0,012 au carré. Divisé par ce qu'on avait tantôt, c'est-à-dire 0,00154. Et on retrouve donc 0,093 mètres, donc 9,4 cm. Ok, ça c'est notre zone qui... je vais le mettre ici. La zone de Fresnel va être ici. Et Fraunhofer va commencer là. D'accord? 5 cm, on va être dans la zone de Fresnel. Donc, notre ouverture à 5 cm va être environ 1,2 cm. D'accord? Par contre, après cette interface, le faisceau commence à s'agrandir. Et la question, c'est quelle est cette largeur du faisceau à 20 cm? Là, vous vous rappelez de l'autre équation. Lambda z sur d. Lambda, on a dit c'était 0,00154 multiplié par z qui est donc 20 cm, donc 0,2. Lambda z sur d, d c'est 1,2 cm, 0,012. Ça nous donne en centimètres 2,6, on va dire 2,6 cm. D'accord? Égale 2,6 cm. Ok? Alors, parlons maintenant du focus.
Dans un champ loin, typiquement utilisé en ultrason, on va généralement être dans la zone de Fraunhofer, le faisceau va être très élargi. D'accord? Il faut pouvoir contrôler le focus, sinon on ne pourra pas distinguer deux objets proches les uns des autres. Heureusement, il est possible de contrôler ce focus afin d'avoir une meilleure résolution latérale à une certaine profondeur. Alors, comment contrôler ce focus? Je pense que votre intuition, vous, disons, votre intuition des cours que vous avez eu en optique, par exemple, vous suggère qu'on peut possiblement utiliser une lentille. Effectivement, on peut courber le transducteur de telle manière à ce que les ondes focalisent à une certaine profondeur. On peut ajouter une lentille, ok, une lentille acoustique. Et la troisième méthode, elle consiste à ajouter un intervalle temporel le long d'une matrice de transducteurs. Là, vous imaginez qu'au lieu d'avoir un seul transducteur qui va envoyer une onde plane, d'accord, ou le cas pour un transducteur courbé, envoyer une onde plane qui va être focusée à un certain endroit. Là, vous allez en fait avoir plusieurs transducteurs, ok, ce qui est le cas dans la plupart des systèmes d'imagerie, sauf qu'ils ne vont pas envoyer ils vont pas envoyer les ondes planes en même temps. D'accord? Les transducteurs en périphérie vont d'abord envoyer les ondes. Ok. Ensuite, ça va être les transducteurs qui sont un tout petit peu, qui sont juste à côté, et ainsi de suite. Ok. Ce que vous voyez, c'est que quand on reconstruit le front d'onde, on a quelque chose de courbé qui ressemble un petit peu au front d'onde qu'on obtient avec une lentille acoustique ou avec un transducteur courbé. D'accord? Donc, en ajoutant un gap temporel, on arrive comme ça à courber l'onde acoustique et puis à focaliser à un certain point dans l'espace. Alors voici un schéma qui montre comment designer, comment construire des lentilles acoustiques ou des éléments courbés pour focaliser à un certain endroit. Donc on va considérer évidemment les aspects géométriques. On va également considérer les aspects euh, d'impédance acoustique pour le milieu de la lentille et puis le milieu environnant. Euh, Parce que cette impédance acoustique va nous permettre de calculer un indice de réfraction et donc de savoir comment sera à quelle profondeur l'onde acoustique va focaliser. Ok. Concernant l'approche temporelle dont on a parlé, l'idée donc c'est de simuler un faisceau, mais pour lequel l'impulsion va être générée avec un délai selon les différents transducteurs qui se trouvent dans notre matrice. D'accord. Le point générant une onde en premier va être le plus éloigné de z égale le plus éloigné du centre. Ok. C'est comme on en a parlé, ceux qui se trouvent en périphérie. D'accord. Et au fur et à mesure, les transducteurs vont ensuite envoyer cette onde. Alors on peut évidemment calculer quel doit être le délai entre chaque transducteur dans la matrice. Et ce délai, il va correspondre au point focal qu'on souhaite avoir. D'accord? Typiquement, si on souhaite avoir un point focal à cet endroit-là, on va vouloir, euh, on va faire en sorte d'envoyer, on va faire en sorte que l'impulsion soit envoyée en même temps, pas en même temps, mais soit envoyée par chaque élément du transducteur de telle manière à ce que l'onde acoustique tape ce point en même temps. D'accord? On fait une sorte de problème inverse. On revient à quelle est la durée entre ce point et ce point. Donc on connaît C, vitesse de propagation. D'accord? Et puis on va connaître cette distance RI. Ok? RI, par le théorème de Pythagore, ça va être égal à ID. Donc ID, c'est l'élément, c'est le numéro du transducteur. Comment dire, c'est le pas du transducteur multiplié par son numéro. D'accord? Donc, par exemple, pour le deuxième transducteur, on aura 2 fois D. D étant la distance entre les transducteurs. Et puis ZF qui va être
la distance, le Z focal en fait. Ok. Donc on calcule comme ça le RI pour chaque élément et puis on peut trouver quel sera le temps à partir duquel il faut envoyer chaque impulsion selon les transducteurs. Alors, ce que vous voyez, ce qui est formidable avec cette approche, c'est qu'il n'y a rien de mécanique. Ok. Et puis, c'est flexible. C'est-à-dire que comparativement avec une lentille acoustique ou un transducteur courbé, là, vous êtes pris avec une certaine géométrie. D'accord? Vous allez toujours focaliser au même point. Alors qu'avec une approche temporelle, vous pouvez simplement faire varier le délai. Et puis, vous pouvez balayer tout l'espace X, Y, ou plutôt XZ ici, XZ en quelques millisecondes. Alors, je suis sûr qu'il y en a qui sont en train de se dire, mais qu'en est-il de Y? Ben oui, et si on a des matrices de transducteurs dans la direction de Y, on peut également faire de l'imagerie 3D quasi instantanée. D'accord. Alors, on peut aussi modéliser le champ acoustique de telle manière à pouvoir avoir une meilleure, une meilleure explication du signal reçu par le transducteur. D'accord. Donc c'est assez similaire à ce qu'on a vu quand on voulait modéliser la fonction de réponse impulsionnelle. D'accord. On a une impulsion à un temps donné. Et puis, à partir d'un certain temps, on va mesurer, on va faire un mapping de l'onde acoustique. D'accord. On peut faire ce mapping de l'onde acoustique avec le système de mesure par transducteur que je vous avais montré tout au début, d'accord, dans l'eau, avec une sonde de transducteur qui va en fait faire un mapping spatial. D'accord. Donc on peut retrouver notre profil spatial et à partir de ce profil spatial, alors on va construire, designer par exemple une lentille acoustique de telle manière à pouvoir obtenir un point focal à un certain endroit. D'accord. Ça, c'est une façon empirique de, de designer des, des lentilles acoustiques ou des transducteurs courbés. C'est bon? Alors, parlons maintenant de résolution spatiale. On a déjà abordé en tout cas des éléments de la résolution spatiale. En imagerie ultrasonore, on va distinguer la résolution axiale, qui correspond à la résolution dans la direction de propagation de l'onde. D'accord. On a le transducteur ici. La résolution axiale va être dans cette direction. La résolution latérale va être dans cette direction. Ok. La résolution latérale est orthogonale à la direction de propagation de l'onde. Et elle va être déterminée par les propriétés de focus du transducteur. Ok. Si on a un transducteur qui focus bien, on aura une bonne résolution spatiale. Si on aura un transducteur qui focus peu, on aura une très mauvaise résolution latérale. D'accord. Résolution axiale, donc selon la direction Z, elle va être déterminée par quoi? Comme vous vous rappelez, on envoie des pulses acoustiques. Okay. On envoie des pulses acoustiques avec une porteuse à l'intérieur. La résolution axiale, elle va être déterminée par finalement cette longueur de pulse. Okay. La résolution axiale, par définition, ça va être égal à L divisé par 2. L qui va être la longueur du pulse. Okay. Et puis L divisé par 2, L c'est quoi? Ça va être finalement le nombre de cycles multiplié par la longueur d'onde de la porteuse. D'accord. Comment est-ce qu'on peut améliorer la résolution axiale? Selon l'équation, il n'y a pas 36 façons de le faire. Première façon, c'est d'augmenter la fréquence, c'est-à-dire de diminuer ce fameux lambda. D'accord. Deuxième façon, c'est de diminuer la durée du pulse. C'est-à-dire au lieu d'avoir plusieurs périodes de la porteuse, et ben, vous en avez seulement un tout petit peu. D'accord. Alors il y a des impacts à ça. L'impact
d'augmenter la fréquence, c'est que ça limite la pénétration de l'onde acoustique dans les tissus. D'accord? Vous vous rappelez que le coefficient d'absorption alpha va être égal à A multiplié par F exposant B, F qui est la fréquence de travail. D'accord? Ça, c'est un facteur très limitant. Très, très limitant. Diminuer la durée du pulse, c'est-à-dire avoir un pulse un peu plus court, ça va avoir un impact lorsqu'on utilise l'information de fréquence et non plus d'amplitude. D'accord? On aura un spectre fréquentiel plus large si on limite le nombre de périodes de notre pulse. Et donc ça peut avoir un impact quand on fait de l'imagerie Doppler notamment. D'accord. L'imagerie Doppler, ce qui nous intéresse, c'est de mesurer la fréquence. D'accord. Donc il faut avoir une bonne façon, il faut avoir une fréquence fidèle au moment de la réception. La résolution latérale, elle va être directement reliée aux propriétés de focus de notre sonde. D'accord? La résolution latérale, elle va être égale à F lambda sur D. F, ça va être F, ça correspond à Z en fait. Ok. Ça va être notre point focal. D'accord? On l'appelle ZF parfois. Comment améliorer cette résolution latérale? Encore une fois, à partir de l'équation, on peut diminuer la focale F, c'est-à-dire être un peu plus proche du transducteur, augmenter la fréquence de travail, c'est-à-dire diminuer lambda, et puis augmenter la taille du transducteur, D. Alors, comme on l'a vu, lambda, on est limité en lien avec la pénétration dans les tissus. Taille du transducteur, ça c'est quelque chose avec lequel on peut travailler. Ok. Ok, alors nous allons parler maintenant des différents modes d'acquisition en ultrason. Alors les trois modes utilisés sont le mode A, le mode B, le mode M. Alors, voyons en détail de quoi il s'agit. Pour le mode A, on va transmettre des trains de pulse. Okay. Et puis ce qu'on va détecter, c'est l'amplitude de l'enveloppe du signal. On va afficher à l'écran l'amplitude du signal réfléchi en fonction du temps. Et alors ce type de mode est utile pour déterminer avec précision la position d'un réflecteur. Okay. Par exemple, pour détecter des mouvements en application cardiaque. Donc typiquement, si vous avez un objet, donc le transducteur ici, la peau, euh, ici, ici le cœur avec une valve qui bouge, ici, d'accord? Vous allez envoyer des pulses ultrasons qui vont revenir, et puis tout ce que vous allez afficher en fonction du temps, ce sera finalement les pulses. Et là, la distance entre ces pulses va correspondre exactement à la vitesse de déplacement de cette valve. Okay. Donc, c'est utilisé en application cardiaque ou dans d'autres domaines. Le mode M, c'est tout simplement une concaténation dans le temps des signaux de mode A. Donc ça permet d'obtenir une image en deux dimensions. Ici, ça va correspondre au temps, et puis l'abscisse va correspondre à la représentation spatiale. Okay. Donc encore une fois, ça permet de voir le mouvement, ça permet de faire des quantifications sur les amplitudes de mouvement et les fréquences. Okay. C'est souvent utilisé conjointement avec un électrocardiogramme. Prochain mode, le mode B, celui avec lequel je pense que vous êtes le plus familier, ça permet de reconstruire une fonction deux-dimensionnelle à partir d'un groupe de signaux en mode A, qui
sont obtenus en déplaçant le transducteur. Donc là, on ne va pas concaténer dans le temps, mais on va concaténer dans l'espace. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc balayer dans l'espace différents pulses, et puis ensuite, on va les représenter sur une image. On va les représenter avec avec un niveau de gris. D'accord? Par exemple, pour les zones très écogènes, qui représentent disons, où l'enveloppe du pulse va être importante, ça veut dire fort coefficient de réflexion, là, vous allez avoir un signal très blanc, alors que quand l'onde se propage, fort coefficient de transmission, le signal va être plutôt noir. D'accord? Alors la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut balayer dans l'espace pour obtenir une image? Alors pour pouvoir balayer, il existe différentes méthodes. La première, très intuitive, c'est la méthode mécanique. D'accord? Vous allez avoir un transducteur qui va finalement bouger mécaniquement et puis focuser à un certain endroit dans l'espace. Comme ça, on va pouvoir avoir une image de cette ligne. Ensuite, le focus se change et puis on va pouvoir avoir une autre ligne. Le focus se change et encore une autre ligne. D'accord? Méthode un peu plus rapide, c'est la barrette linéaire, où là, on n'a pas de déplacement mécanique. Et puis la troisième, c'est le phased array, où on va envoyer des pulses avec tous les transducteurs en même temps, ou enfin pas exactement en même temps, avec un certain délai. Ce délai, comme on l'a vu auparavant, il va permettre de focaliser à un certain point dans l'espace. Donc grâce au phased array, rien de mécanique, on a juste à faire varier la durée d'envoi de chaque impulsion, et puis on peut comme ça balayer l'espace X et puis Z pour obtenir une image. Alors l'intérêt de ces phased arrays, c'est que ça permet d'avoir une excellente résolution temporelle. Vous voyez, avec ça, on peut avoir une image, enfin on peut avoir un film à 50 images par seconde, voire même plus. Voici un exemple d'imagerie au niveau du cœur. On arrive très bien à distinguer la systole au moment où justement le cœur se contracte, de la diastole, avec les différentes valves au moment où le sang rentre et puis où le sang ressort. Ok. Alors justement, ça nous amène à un autre point qui est l'imagerie Doppler. Alors l'effet Doppler, vous en avez probablement tous entendu parler. L'onde qui est reçue par un observateur, ici, va avoir une fréquence différente de l'onde acoustique, de la fréquence qui est envoyée. Ok. Alors on va distinguer trois cas de figure. Premier cas de figure, c'est un cas de source qui est mobile, c'est-à-dire un objet en déplacement, d'accord? Et puis un observateur fixe, en bleu ici. Alors l'onde, comme dans le cas du train précédemment, d'accord? Le train va être en mouvement ou l'objet va être en mouvement. Typiquement, le sang va être en mouvement. Et puis l'onde acoustique qui va être reçue par l'observateur va avoir une fréquence euh, qui sera différente de la fréquence d'envoi F0. D'accord? Et puis, donc, typiquement, cette fréquence-là, elle va être multipliée par un facteur C qui est la vitesse de propagation de l'onde sur C plus V, V étant la vitesse de l'objet. Ok. Alors, on va considérer qu'on est dans ce repère, d'accord, avec V qui va dans le sens opposé à, à U, au vecteur U. C'est la raison pour laquelle on va avoir en fait un signe moins ici. Ok. Parce que la vitesse va dans le sens contraire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si un objet s'éloigne de l'observateur, alors la fréquence va être plus faible. Et puis ça, vous le savez quand vous êtes sur une autoroute, par exemple, et qu'une voiture passe, parce que le son que vous entendez, c'est... D'accord? Donc la fréquence est d'abord très élevée, d'accord?
fréquence va être plus grande, l'objet vient vers vous, donc vous avez en fait un C moins V. Euh, et puis quand l'objet s'éloigne de vous, comme c'est le cas ici, alors vous aurez du coup C plus V, et puis la fréquence va être inférieure. La fréquence reçue va être inférieure. Deuxième cas de figure, la source est fixe, ici, et puis l'observateur est en mouvement. D'accord? Là, l'onde reçue par l'observateur en mouvement va avoir une fréquence C plus V cos θ sur C. Troisième cas de figure, où la source et l'observateur sont fixes et l'objet réflecteur est en mouvement. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ce cas de figure? Parce que c'est le cas de figure qui arrive quand on a une sonde de transducteur et qu'on aimerait mesurer un objet en mouvement, donc typiquement un flux sanguin par exemple. C'est la même sonde qui va être à la fois source et observateur. Là, on combine les K1 et les K2 et on obtient la fréquence reçue par le transducteur qui est C plus V cos θ sur C moins V cos θ. La fréquence de Doppler, par définition, c'est la fréquence reçue moins la fréquence de la source. Puis si on utilise l'équation à la slide précédente, on obtient cette formulation. Alors comme C est beaucoup plus grand que V, d'accord, un objet en mouvement va être quelques mètres par seconde, vitesse du sang, versus plus de 1000 mètres par seconde pour la vitesse de propagation de l'onde. Donc ce terme-là, qui est borné, cos θ est borné entre moins 1 et 1, V va être très petit, donc on peut le négliger. Okay, on va considérer que la fréquence Doppler va être 2V cos θ sur C, fois F0. Okay. Alors cette imagerie Doppler, elle permet donc de... On peut, pareil, on peut focaliser à différents endroits et puis regarder quelle est la... Donc encore une fois, quand vous envoyez un pulse, okay, quand le transducteur envoie un pulse, ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'on va regarder l'enveloppe. Et là, ce qu'on va regarder, c'est la fréquence de la porteuse. D'accord? On va prendre cette porteuse, on va faire une FFT, et on va regarder quel est son spectre fréquentiel. D'accord? Quel est son pic fréquentiel. Grâce à ça, on va pouvoir avoir un mapping spatial de la fréquence Doppler. Alors voici le même film que je vous avais montré tantôt à 50 images par seconde, imagerie de mode B. Mais par-dessus, vous avez une superposition de la fréquence Doppler, qui peut être soit négative si la fréquence reçue est inférieure à la fréquence envoyée, ou positive si la fréquence reçue est supérieure. Et donc là, si la fréquence est supérieure, l'image va être en rouge. Si elle est inférieure, ça va être plutôt en bleu. D'accord? Donc vous avez la fréquence Doppler est vraiment encodée et quantitativement encodée sur cette image de superposition. Là, vous arrivez à percevoir que au moment de l'éjection du sang dans ce ventricule, et ben le sens va être de ce curseur. Si vous suivez mon curseur, ça va être de là vers le bas. D'accord? Donc là, ça va être en bleu parce que la fréquence reçue par le transducteur qui se trouve en haut va être inférieure à la fréquence du pulse émise. Par contre, quand le sang ensuite remonte pour être éjecté par la valve, là, la fréquence Doppler va être positive. On arrive comme ça à avoir une visualisation en temps réel du flux sanguin. C'est une technologie très puissante, très informative d'un point de vue clinique. Alors, on va parler maintenant des aspects instrumentation en lien avec l'imagerie ultrasonore. Donc, voici l'un des premiers prototypes dans les années 1950. Et puis,
Plus tard, dans les années 2000, 2012, voici un petit peu un exemple de système d'imagerie ultrasonore, à quoi ça ressemble. D'accord? Donc, un système de visualisation intégré, et puis les différentes sondes. D'accord? Vous voyez là, vous remarquez une sonde courbée, euh, matrice de transducteurs dans les deux directions. Système d'échographie, comme vous savez, c'est la même sonde qui va transmettre le signal et puis qui va le recevoir. Et puis derrière, il y a tout un système de traitement de signal et puis correction des disons, ajustement des gains et puis affichage de l'image reconstruite. Une sonde ultrasonore, bon, ça ressemble à ça, ok, mais ça peut avoir des géométries très différentes, des tailles très différentes selon les applications. Euh, donc, les électrodes vont être ici, qui vont générer une différence de potentiel qui va permettre de faire vibrer le cristal piezoélectrique et puis d'envoyer l'onde acoustique vers le bas. D'accord? Là, il y a une chambre pour pouvoir atténuer les ondes acoustiques qui vont revenir, de telle manière à éviter les phénomènes d'interférence. Et puis, de façon évidente, on a également une couche qui permet de matcher l'impédance acoustique avec le gel qu'on va placer juste devant le transducteur. Ok. Alors, les barrettes de transducteurs, donc si on ouvre un transducteur phased array, on va voir qu'il est composé de plusieurs petits transducteurs. Ces petits transducteurs, dans la direction X, on va dire qu'ils ont une largeur W, et puis dans la direction Y, ils ont une hauteur H. Ok. Et puis ces petits transducteurs sont séparés à une distance D. Et si on met tous ces transducteurs à côté, la taille, disons que cette distance-là entre le premier et le dernier transducteur va être grand D. Donc on garde la même convention qu'on a vue précédemment. Alors, maintenant, on va modéliser, enfin plutôt on va formaliser le signal reçu à n'importe quel endroit de l'espace à partir de la géométrie d'un transducteur. D'accord? Donc, encore une fois, on a ça c'est notre transducteur, d'accord? Assemblage de barrettes. Ça correspond à quoi? Eh ben, ça correspond à une ouverture élémentaire d'épaisseur W et de hauteur H, convoluée à un peigne de Dirac. Ce peigne de Dirac va être chaque peigne, enfin, chaque Dirac en fait, successif va être espacé d'une distance petit d. Ok. Et alors ces Dirac, ils ne sont pas infinis. Ok. Ils sont en fait finis et la taille de ce peigne de Dirac va être grand D. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond à multiplier un peigne de Dirac avec une fonction recte x sur d, qui est ici. D'accord? Donc, notre barrette de transducteur, finalement, ça représente notre ouverture élémentaire convoluée à un peigne de Dirac multiplié par une fonction recte, x sur d. D'accord? Elle est représentée ici. Ça, c'est notre représentation du signal en fonction de notre géométrie de transducteur. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans le domaine de Fourier? Okay. Dans le domaine de Fourier, ça va... Donc, grand S va correspondre à la transformée de Fourier de notre transducteur. Et puis, ici, vous remarquez qu'on a une convolution. Donc, ce terme convolué à ce terme va donner dans le domaine spectral une multiplication. Okay. Donc, on va trouver la transformée de Fourier de 7 de l'ouverture élémentaire multipliée par la transformée de Fourier de notre peigne de Dirac. Maintenant, cette multiplication se transforme par une convolution de la transformée de Fourier d'une fonction recte.
Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est transformé de Fourier. Donc, encore une fois, on est dans le champ lointain. La réponse latérale a la forme de la transformée de Fourier de l'ouverture du transducteur. Ok. Si on considère le profil juste latéral, donc on oublie Y maintenant, pour des raisons de simplicité. Et on remarque que donc, transformée de Fourier de rect x sur w va être égal à une fonction sinc avec un scalaire w. D'accord. Euh, Ce terme-là et ce terme-là, ils se retrouvent ici. D'accord? Donc, fonction peigne transformée de Fourier va être une fonction peigne, mais on fait passer le scalaire d ici. Ok. Pareil, fonction rect de x sur d, la transformée de Fourier va être d fois fonction sinc du. D'accord? Alors, le u, ça va être la valeur normée en fonction de lambda z. Ok. Ça va nous permettre de représenter finalement notre ouverture latérale en fonction de la fréquence et de la profondeur. Donc, ce sinus cardinal, il est grand parce que W est petit. W, encore une fois, c'est la taille d'un petit transducteur, d'un élément de transducteur. Ça va être un large sinus cardinal qui est échantillonné. Ça va être un petit sinus cardinal parce que grand D est grand. D'accord? Ça correspond à l'ouverture de notre transducteur, de notre barrette de transducteur. Si on représente ça, euh, notre axe des abscisses donc, va être finalement notre position latérale normalisée, okay, xz divisé par z. Et puis, on peut représenter pour chaque, en fonction de lambda, où est-ce qu'on va retrouver nos pics du sinus cardinal. Donc, notre grand sinus cardinal correspond à notre ouverture élémentaire. On le retrouve ici, d'accord? Et puis lui, il va en fait multiplier notre peine de sinus cardinal étroit. Et le sinus cardinal étroit, lui, il va être étroit justement parce qu'il va être lié à la largeur de la barrette de transducteur grand D. Ok. Donc on a tous ces sinus cardinaux-là qui vont se retrouver répliqués et leur amplitude va être modulée par ce sinus cardinal large. D'accord? Donc on retrouve finalement, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait vu les profils spatiaux euh, à une certaine distance dans le transducteur, on avait parlé de certains lobes. Bah, ces lobes, ils viennent exactement de ce phénomène-là. D'accord. Ils viennent du fait qu'on a une barrette de transducteur. Euh, et puis on retrouve du coup une pression acoustique un peu plus importante à l'extérieur. Et ça va être problématique parce que ça veut dire que s'il y a des objets écogènes euh, qui vont subir une pression acoustique non nulle, eh ben, ils vont contribuer au signal qui est reçu ensuite par le transducteur. D'accord? Donc ça peut nuire à la résolution spatiale. Donc notre but, ça va être de minimiser D de telle manière à pousser ces lobes latéraux le plus possible. Okay. Et à ce que le signal qui est enregistré par le transducteur provient de l'écho produit uniquement par ce pulse-là et non pas par les pulses latéraux. D'accord? C'est une représentation spatiale de notre pulse, disons, de notre sinus cardinal central et puis des lobes latéraux. Donc encore une fois, ça va être indésirable et puis on va chercher à le minimiser ou à le pousser le plus possible de côté. Donc ça, on le fait en faisant varier grand D, petit d et puis W. Et la fréquence de travail qui correspond au lambda. Okay. Alors voici des exemples, justement selon les applications, selon la distance de focus. Voici des exemples de géométrie différentes pour des transducteurs.
Alors, on va maintenant passer à notre jeu Guess this artifact. Premier artefact qui correspond à ces traits blancs qui se répètent et qui n'existent pas en fait. Ça correspond à aucune anatomie dans l'image, mais c'est simplement un artefact qui est généré à cause d'un phénomène. Alors quel phénomène? Je vous laisse faire une pause, réfléchir. Je vais vous donner la réponse maintenant. Alors c'est un artefact dont on a déjà parlé lors du premier cours, je pense. Si on a notre transducteur ici, qui va envoyer une onde acoustique, d'accord? Euh, Cette onde, elle va passer par différents tissus, et puis ça peut passer par une zone qui va être une cavité, par exemple, qui contient de l'air, ou en tout cas une impédance acoustique qui est très différente de l'impédance acoustique des tissus environnants. Et là, ce qui va se passer, c'est que l'onde, elle va taper cette zone très échogène, et puis elle va ensuite revenir. Et quand elle revient, eh ben, le transducteur va enregistrer l'écho. D'accord? Si on représente l'écho en fonction du temps, on a un premier écho. Mais une partie qui revient vers le transducteur, l'autre partie, elle tape, elle est réfléchie dans la cavité, et puis elle est encore une fois, elle retape l'autre partie de la cavité, elle revient, et puis ça se traduit par un autre écho. Ok. Et puis ainsi de suite. Donc on a des mouvements de va-et-vient, de réverbération. Ok, c'est le nom de l'artefact. C'est un artefact de réverbération. Et puis à chaque réverbération, on a un écho qui est enregistré. Ok. Alors ça va être traduit comment par le système qui reconstruit une image? Ok, parce que ça c'est ce qu'on voit ici, c'est un mode A. Ok, mode A. Et quand vous voulez faire du mode B, du mode d'imagerie, eh ben, vous allez finalement reconstruire ce mode A spatialement. Ben, c'est ce qu'on voit dans l'image ici. Ok, toutes ces petites zones blanches correspondent finalement à chaque écho en fonction de Z. Ok, d'accord? Alors voici un autre artefact. Alors je vous laisse réfléchir. Faites pause sur la vidéo. Alors ça, c'est un artefact de réflexion, d'accord? Donc les flèches aident assez bien. Ce qui va se passer, c'est que l'onde acoustique, elle va taper encore une fois une zone fortement échogène. Elle va rebondir ici, puis elle va rebondir là. C'est un peu similaire à ce qu'on a vu tantôt. Et puis ensuite, elle va revenir au transducteur. Le transducteur, lui, il va... Bon, le transducteur est bête, ok, il va juste transmettre euh, le, l'information de pression acoustique. Et puis le système d'analyse, il est un peu plus intelligent, mais par contre, il n'arrive pas à savoir que c'est un phénomène de réflexion. Et lui, ce qu'il va dire, c'est qu'il reçoit un écho, il va simplement mettre une zone échogène ici, alors qu'il n'y en a pas. Ok. Cette zone échogène, elle n'existe pas, elle est juste produite parce que le système d'imagerie pense qu'il y a un écho qui a été reçu à une certaine durée, correspond à la durée entre ça, 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 et il va le mettre en face. Ok. Autre artefact. Là, l'artefact, il est représenté par cette zone un petit peu ombragée. Ok. Alors, je vous laisse faire pause. Je vais vous donner maintenant la réponse. C'est un artefact de shadowing, ok, d'ombrage, qui est lié au fait qu'on a une zone qui est fortement absorbante. Ok. Euh, c'est ça peut être ça peut être donné par des, par des, par des, par des zones de tissu qui sont fortement denses et puis qui vont fortement absorber l'onde acoustique. Et puis du coup, l'onde acoustique qui continue à se propager ici, qui est transmise, va perdre en amplitude. Ok. Donc l'amplitude relative entre cette zone tissulaire et la zone de tissu à côté va apparaître beaucoup plus sombre. D'accord?
Voici un autre artefact. Là, on a comme un effet contraire. On a une augmentation de l'intensité par rapport à tantôt où on avait une diminution de l'intensité. Alors, je vous laisse réfléchir. Bah, encore une fois, c'est par analogie avec l'artefact d'ombrage. Là, l'onde acoustique va passer par une zone qui atténue peu l'onde acoustique versus les tissus environnants. D'accord? Donc, comparativement à cette zone, le tissu dans cette zone va montrer en fait un signal un peu plus élevé parce qu'il a été moins absorbé. Ok. Alors, dans les notes de cours auxquelles vous avez accès sur iCloud, il y a une description un peu plus grande des phénomènes dans lesquels ce genre d'artefacts peuvent se produire. Alors, on va passer au prochain artefact. L'artefact va être en fait ces petites zones sombres qui se trouvent ici. D'accord. Alors, à quoi ça peut être lié? Je vous laisse réfléchir, je vous laisse faire pause. Ok. Alors, ça, c'est un artefact très intéressant qui est lié au fait que l'onde acoustique qui passe ici dans cette zone avec une impédance acoustique différente va être réfractée, ok, et puis va ressortir, d'accord? Mais la chose importante, c'est que, comme vous le savez, la, le, la vitesse de propagation va dépendre du milieu, d'accord? Donc, quand l'onde arrive ici, dans ce milieu-là, sa vitesse de propagation va changer, ok? Quand elle va ressortir avec une phase qui sera légèrement différente de l'onde acoustique qui n'est pas passée par cette zone. Ok. Et là, on va avoir un phénomène d'interférence. Parce que justement, on aura euh, donc cette onde acoustique qui arrive ici, qui a une certaine phase, versus l'onde acoustique qui passe par ici. Sa vitesse va être rétrécie. Elle ressort là, et puis elle va se superposer à cette onde, mais avec une phase qui va être un tout petit peu différente. Et du coup, quand on fait la somme, ça va donner une onde acoustique qui est très fortement atténuée. D'accord? Donc ça donne ce genre d'artefact. Alors, voici un autre artefact, un artefact miroir. Parce on a en fait le système d'imagerie va reconstruire un objet là qui n'existe pas. Ok. Alors, je vous laisse faire pause, réfléchir. Alors, l'objet vrai est celui-ci. D'accord? On peut avoir une interface fortement échogène, comme le diaphragme typiquement. Et là, ce qui va se passer, c'est que l'onde va taper ici, va réfléchir sur l'objet, euh, va revenir là et va revenir sur le transducteur. Et le transducteur va penser que l'objet va se trouver de l'autre côté de cette interface en fait, qui joue le même rôle qu'un miroir en fait. D'accord. On appelle ça le mirror artifact. C'est bon? Dernier artefact, hein, qu'on appelle artefact ring down. Alors, je vous laisse faire pause, réfléchir. C'est un artefact assez intéressant où, contrairement à ce qu'on avait tantôt avec le shadowing artefact, où on aura une structure qui va fortement absorber euh, l'onde acoustique, là on a le phénomène contraire, c'est-à-dire qu'on aura une augmentation de l'énergie acoustique. Comment est-ce qu'on peut avoir une augmentation? Eh bien,
avec du tissu comme des micro-bulles, par exemple, ou des small cristaux de cholestérol ou des bulles d'air qui vont résonner à la fréquence acoustique de travail. D'accord. Donc on aura un phénomène de mise en résonance et génération d'ondes acoustiques avec une plus grande pression acoustique que l'onde acoustique incidente. D'accord. Donc ça va donner une augmentation de pression acoustique comme on le voit ici. D'accord. Donc, ring down artifact. Voilà, donc on a fini le cours 6. On va faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Champ acoustique latéral s'élargit si la distance au transducteur augmente ou si la longueur d'onde lambda augmente. On a également parlé des différentes méthodes pour ajuster le focus, courber la matrice du transducteur, ajouter une lentille acoustique ou jouer avec le délai temporel sur chaque élément de transducteur. Donc on a vu que cette méthode avait beaucoup d'avantages. L'inconvénient, c'est que ça coûte plus cher et c'est plus difficile à manufacturer. On a parlé de résolution, alors résolution axiale, qui va être définie comme L sur 2. L, c'est la longueur du pulse. Ok. Typiquement, ça va correspondre à notre résolution axiale. Résolution latérale, orthogonale à la direction de propagation de l'onde, F, qui correspond à la zone, à la profondeur de focus, lambda sur D. On a vu les différents modes d'acquisition. Mode A, c'est le plus simple. Ok, une dimension, on va représenter les échos en fonction du temps. Le mode M, on va représenter les modes A en fonction pour chaque unité de temps. Ok. Et le mode B, c'est le mode d'imagerie. Donc on va en fait afficher le temps d'écho et l'amplitude en niveau de gris. On a parlé de l'imagerie Doppler. Ok, donc la fréquence Doppler, c'est la fréquence reçue par le transducteur après réflexion sur un objet en mouvement, qui va être égale à 2V cos θ sur C fois la fréquence émise. Instrumentation, donc c'est le même transducteur qui émet et qui reçoit. Il est fait en cristal piezoélectrique. Puis on a vu qu'il y avait différentes formes de sondes, dépendamment des applications. On a également vu à la fin la formalisation de la distribution spatiale en considérant justement une phased array, en considérant chaque élément de transducteur dans le domaine de Fourier. Donc ça nous permet d'expliquer justement comment est-ce qu'on peut retrouver donc si on a le transducteur ici, comment est-ce qu'on peut retrouver justement ces lobes latéraux quand on fait un mapping spatial de l'onde acoustique. Alors, je vous ai mis quelques liens pour en connaître un peu plus sur la matière. Quelques articles aussi, un sur la résolution en ultrasons et puis un autre sur les différents artefacts en ultrasons. Donc voici, ça conclut le cours. Merci de m'avoir suivi et puis suite au prochain numéro.